Savez-vous ce qui arrive quand un père refuse d'écouter les avertissements des morts? Mamadou Keïta, le forgeron le plus respecté de Djenné, venait de perdre son fils unique dans les ténèbres d'une nuit sans lune. L'enfant avait exactement 7 jours. 7 jours durant lesquels il n'avait jamais pleuré. Pas un cri, pas un gémissement. Le silence d'un nouveau-né qui sait déjà trop de choses. Et maintenant, alors que les premières lueurs de l'aube léchaient les murs de banco de sa concession, Mamadou serrait contre sa poitrine une natte vide encore tiède, son cœur cognant comme son marteau contre l'enclume. Les vieilles femmes du quartier chuchotaient déjà, 10 ans. Cela fait exactement 10 ans. Mais personne n'osait prononcer le nom de celui qui venait réclamer son dû. Que fait un homme quand son orgueil a creusé un gouffre si profond que même ses ancêtres ne peuvent plus le rattraper? Le fleuve Bani coulait paresseux entre les cases de Djenné, charriant des reflets dorés dans l'eau brune. On était en pleine saison des pluies, et l'air sentait la terre mouillée mêlée à la fumée des fourneaux où mijotait le taux de mil. Les femmes pilaient le grain au rythme ancestral, leurs mortiers résonnant comme des tam-tams annonçant une fête qui ne viendrait jamais. Dans l'atelier de Mamadou, le feu de la forge crépitait encore, mais pour la première fois en 20 ans, le maître forgeron n'y touchait pas. Il était assis sur son tabouret bas en bois de néré, le dos voûté, fixant ses mains calleuses. Ses mains qui avaient forgé les houes de tout le village, les bracelets de mariage des jeunes épouses, les lames sacrées pour les circoncisions. Ses mains qui auraient dû protéger son fils. Fanta, sa femme, gisait sur la natte à l'intérieur de la case, vidée de toute force, ses lèvres murmurant des prières que même les djinns semblaient ignorer. Les anciens disaient que Mamadou avait hérité de 2 choses de son père, le génie du fer et l'arrogance des hommes qui croient pouvoir plier le monde à leur volonté. Quand l'orgueil fait son nid dans le cœur d'un homme, même le serpent trouve son chemin jusqu'au grenier, avait prévenu Kumba, la doyenne du village, lors de la naissance du petit Moussa. Mais Mamadou avait ri. Lui, le fils aîné de la lignée des Keïta, descendant des forgerons royaux de l'Empire du Mali, devait-il craindre de vieilles superstitions? 10 ans plus tôt, c'était l'enfant de Sékou le pêcheur qui avait disparu. 10 ans avant cela, celui de Aminata la tisserande. Et encore 10 ans avant, un autre nouveau-né s'était évaporé comme rosée au soleil. Toujours le 7e jour. Toujours sans laisser de traces. Toujours un enfant qui ne pleurait jamais. Le soleil était à peine levé quand Bakary, le griot aveugle du village, s'arrêta devant la forge de Mamadou. Le vieil homme, qui n'avait plus vu la lumière depuis 40 ans, semblait pourtant fixer quelque chose au-delà des murs, au-delà du visible. Mamadou Keïta, dit-il d'une voix qui résonnait comme un tambour funèbre, ton fils n'a pas été volé. Il a été rendu. Mamadou bondit, la rage lui brûlant les entrailles. Rendu? Rendu à qui, vieil homme? Parle clairement ou tais-toi. Bakary planta son bâton dans le sol avec une force surprenante pour son âge. Il y a 30 ans, ton père Soundiata a commis une erreur. Une erreur qui a ouvert une porte que seul le sang peut refermer. Tu le sais, Mamadou. Tu l'as toujours su. Mais ton orgueil t'a rendu sourd. Les mots frappèrent Mamadou comme une enclume sur la poitrine. 30 ans. Le nombre exact d'années écoulées depuis que son père avait forgé, non. Il ne voulait pas y penser. Il ne voulait pas se souvenir de cette nuit où son père était rentré de la brousse, les yeux fous, les mains tremblantes, portant un sac de cuir qu'il avait enfoui sous la forge avant de mourir 2 mois plus tard sans jamais prononcer un mot. Les ancêtres t'ont donné des signes, continua Bakary. Ton fils qui ne pleurait pas. Les 3 corbeaux blancs posés sur ton toit le jour de sa naissance. Le lait de Fanta qui avait goût de cendre. Mais tu as refusé de voir. Mamadou sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose qu'il avait bâti pierre par pierre depuis des années, le mur de son orgueil. Mais il ne savait pas encore que la vérité qu'il allait découvrir changerait non seulement son destin, mais celui de 3 générations à venir. Cette nuit-là, Mamadou attendit que le village dorme. Seul le chant des grillons et le bruissement du vent dans les feuilles de baobab accompagnaient ses gestes fébriles. Il creusa sous la forge, là où 30 ans plus tôt son père avait enfoui ce sac maudit. Ses doigts rencontrèrent d'abord la pierre, puis le cuir durci par le temps. Quand il ouvrit le sac, une odeur de fer rouillé et d'encens ancien lui monta au nez. À l'intérieur, un masque. Pas n'importe quel masque. Un masque d'Ogon sacré,
volé lors d'une cérémonie du Dama, le rituel funéraire le plus sacré. Les yeux du masque étaient deux fentes qui semblaient regarder directement dans l'âme de Mamadou. « Mon père ?» La voix de Mamadou se brisa. « Que as-tu fait ?» Il comprit soudain. Son père avait volé le masque pour le fondre, pour extraire le fer sacré et forger avec lui des outils d'une qualité incomparable. Le fer des masques d'Ogon était réputé pour être le plus résistant, le plus malléable. Mais ce fer appartenait aux esprits des morts. Et les morts n'oublient jamais. Écoutez bien ce qui se passa ensuite. Mamadou entendit un rire. Un rire d'enfant qui venait de partout et de nulle part à la fois. Il se retourna brusquement. Derrière lui, dans l'ombre de la forge, se tenait une silhouette. Petite. Fragile. Un enfant d'environ 7 ans, pieds nus, vêtu d'un pagne blanc immaculé. « Qui es-tu » souffla Mamadou, la gorge serrée. L'enfant ne répondit pas. Il leva simplement la main et pointa du doigt vers l'ouest, vers les falaises de Bandiagara, là où les Dogons enterraient leurs morts dans des grottes inaccessibles. « Tu veux que j'aille là-bas » L'enfant hocha la tête, puis disparut comme fumée dans le vent. Mamadou partit avant l'aube, sans prévenir Fanta, sans dire au revoir. Il emporta le masque, de l'eau, et son orgueil blessé. Le voyage jusqu'aux falaises de Bandiagara prenait 3 jours à pied. 3 jours durant lesquels il marcherait sous un soleil implacable, à travers la savane où les baobabs géants semblaient le juger de leur silence millénaire. Au 2e jour, alors qu'il traversait un village abandonné, il rencontra un vieillard assis sous un acacia. L'homme était si vieux que sa peau ressemblait à l'écorce d'un tamarinier, craquelée et sombre. « Tu portes le poids de 3 générations sur tes épaules, forgeron » dit le vieillard sans lever les yeux. « Comment sais-tu qui je suis ?»« Je sais parce que je vois ce que tu ne vois pas encore. Les morts parlent aux vivants qui acceptent d'écouter. » Il cracha dans la poussière. « Ton grand-père a volé pour survivre. Ton père a volé par ambition. Et toi, tu as refusé de réparer par orgueil. 3 fautes qui ont creusé un gouffre. Mais voyez-vous, même le gouffre le plus profond peut être comblé si l'on accepte de se salir les mains. » Le vieillard tendit une calebasse remplie d'un liquide noir et épais. « Bois. Tu en auras besoin pour ce qui t'attend. » Mamadou hésita, puis but. Le liquide avait un goût de terre et de racines amères. Mais il sentit immédiatement ses forces revenir, comme si la brousse elle-même lui insufflait sa puissance. « Un dernier conseil, » ajouta le vieillard alors que Mamadou repartait. « L'hyène qui chasse seule meurt de faim. Mais celle qui accepte de partager mange toujours. » Les falaises de Bandiagara s'élevaient devant lui comme des murailles de pierre rouge, griffées par des millénaires d'érosion. Quelque part là-haut, dans les grottes creusées à flanc de falaise, reposaient les ancêtres d'Ogon. Et quelque part là-haut, pensait Mamadou, se trouvait peut-être la clé pour retrouver son fils. L'ascension fut un cauchemar. La pierre brûlante sous ses mains, le vide qui appelait en contrebas, le vent qui hurlait comme une meute de djinns en colère. Plusieurs fois, Mamadou faillit lâcher prise. Plusieurs fois, il se demanda si cela valait la peine. Mais chaque fois, il pensait au visage de son fils, à ses yeux qu'il avait regardés avec une sagesse impossible pour un nouveau-né, et il continuait. Quand il atteignit enfin la grotte, le soleil se couchait déjà, embrasant le ciel d'orange et de pourpre. L'entrée était gardée par un vieux Ogon, le prêtre d'Ogon, dont le visage était marqué de scarifications rituelles. « Tu as mis 30 ans à venir, Mamadou Keïta, » dit le Ogon. 30 ans durant lesquels 3 enfants ont payé pour la faute de ton lignage. Mamadou tomba à genoux, le masque serré contre sa poitrine. « Je ne savais pas. Mon père n'a jamais. Ton père savait. Et toi aussi. » Le Ogon pointa un doigt accusateur. Kumba t'avait prévenu. Bakari t'avait prévenu. Les corbeaux blancs t'avaient prévenu. Mais l'orgueil du forgeron est comme le fer, dur et inflexible. Jusqu'à ce qu'il rencontre un feu plus grand que lui. Le Ogon le fit entrer dans la grotte. À l'intérieur, des crânes étaient alignés sur des étagères naturelles creusées dans la pierre. Des centaines de crânes, gardiens silencieux des secrets d'Ogon. Au centre, un autel où brûlait un feu qui ne produisait aucune fumée. « Regarde » ordonna le Ogon. Dans les flammes, Mamadou vit des images se former.
Son grand-père, jeune homme affamé, volant du grain dans un grenier sacré. Son père, forgeron ambitieux, déterrant le masque ancestral. Et lui, Mamadou, refusant jour après jour d'accomplir le rituel de purification que Kumba lui avait prescrit avant la naissance de Moussa. 3 fautes, continua le Hogon. 3 générations. 3 enfants pris en garantie par les ancêtres. Ton fils n'est pas mort, Mamadou. Il est entre les mondes, retenu jusqu'à ce que la dette soit payée. Mamadou sentit ses larmes couler, brûlantes sur ses joues. Que dois-je faire? Que puis-je donner que je n'ai pas déjà perdu? C'est là que tout bascula. Le Hogon se tourna vers lui, et dans ses yeux, Mamadou vit défiler 1000 années de sagesse. Ce que tu dois donner, forgeron, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que tu es. Il tendit à Mamadou un marteau. Pas n'importe quel marteau. Celui que son père avait utilisé pour forger avec le fer sacré. Celui-là même qui avait scellé la malédiction. Tu vas détruire ce que ton père a créé. Chaque outil, chaque lame, chaque objet forgé avec le fer volé. Tu vas les retrouver, un par un, et tu vas les briser. Ce n'est qu'ainsi que le cycle pourra être rompu. Mamadou sentit son cœur se serrer. Mais, cela prendra des années. Ces outils sont dispersés dans toute la région. Certains ont été vendus, hérités, transmis. Et pendant ce temps, ton fils restera prisonnier. Le Hogon marqua une pause. À moins que... Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les enclumes du monde. À moins que quoi? La voix de Mamadou n'était plus qu'un murmure. À moins que tu n'offres quelque chose de plus grand. Quelque chose qui brise non seulement la malédiction de ta lignée, mais qui répare toutes les blessures causées par l'orgueil des hommes. Le Hogon s'approcha, si près que Mamadou pouvait sentir l'odeur d'encens et de terre sacrée qui émanait de lui. Tu dois renoncer à ton art. Les mots frappèrent Mamadou comme un coup de massue. Renoncer à la forge? C'était comme lui demander de renoncer à respirer. Il était forgeron. Son père était forgeron. Son grand-père était forgeron. Cette génération de Keïta avait façonné le fer. Voyez-vous, continua le Hogon, le fer que ton père a volé n'était pas destiné aux vivants. C'était le fer des masques funéraires, le fer qui relie les morts aux vivants, le fer qui maintient l'équilibre entre les mondes. En le fondant pour créer des outils ordinaires, ton père a rompu ce lien sacré. Mamadou tomba à genoux. Dans le feu sans fumée, il vit le visage de son fils. Moussa le regardait, ses yeux noirs immenses, et pour la première fois depuis sa naissance, l'enfant pleurait. Des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues comme des perles. Laissez-moi vous dire ce qui se passa ensuite. Mamadou ferma les yeux. Dans l'obscurité de son esprit, il revit toute sa vie. Les heures passées devant la forge, le chant du métal sous le marteau, la fierté dans les yeux de son père quand il avait forgé sa première lame parfaite. La forge était son identité, sa raison d'être, son lien avec ses ancêtres. Mais c'était aussi son orgueil. Son refus d'écouter. Sa conviction que les règles ne s'appliquaient pas à lui, que son talent le plaçait au-dessus des autres. Il pensa à Sékou le pêcheur, qui avait perdu son fils 10 ans plus tôt et qui depuis ne sortait plus en mer. À Aminata la tisserande, dont les doigts ne touchaient plus un métier à tisser depuis 20 ans. À tous ses parents brisés par un cycle de malédiction qu'il avait perpétué par son silence et son orgueil. Un arbre qui refuse de plier sous la tempête finit par se briser, avait dit Kumba. Mamadou ouvrit les yeux. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme, je renonce. Le Hogon hocha la tête lentement. Répète après moi. Devant les ancêtres, devant les esprits du fer, devant les gardiens des mondes. Mamadou répéta chaque mot, sentant avec chacun d'eux un morceau de son identité se détacher, tomber, se dissoudre. C'était comme mourir et renaître en même temps. Quand il prononça le dernier mot, un coup de tonnerre retentit bien qu'aucun nuage ne noircisse le ciel. Le feu dans la grotte s'éleva soudain, projetant des ombres dansantes sur les murs. Et dans ces ombres, Mamadou vit apparaître des silhouettes. Les 3 enfants disparus. Sékou Junior, le fils du pêcheur. Mariam, la fille de la tisserande. Et son propre fils, Moussa, qui le regardait avec des yeux remplis d'une compréhension qui dépassait son jeune âge. Le cycle est rompu, dit le Hogon.
Mais comprends ceci, Mamadou Keïta, renoncer à la forge ne signifie pas renoncer à créer. Cela signifie apprendre à créer avec humilité, à transmettre sans dominer, à servir plutôt qu'à imposer. Les silhouettes des enfants commencèrent à prendre forme, à devenir solides. Mamadou tendit les bras vers son fils, et pour la première fois depuis 7 jours, il le toucha. Le petit corps était chaud, vivant, réel. Moussa ouvrit la bouche et poussa son premier cri. Un cri puissant, magnifique, le cri d'un enfant qui choisit enfin de vivre. Le voyage de retour vers Djenné prit 4 jours au lieu de 3. Mamadou marchait lentement, son fils contre sa poitrine, savourant chaque pas, chaque souffle, chaque battement de cœur. Il n'était plus le même homme. Quelque chose en lui s'était brisé, quelque chose d'ancien et de pourri, et à sa place germait une graine nouvelle. Quand il entra dans le village, le soleil couchant dorait les murs de Banco et le fleuve Bani chantait sa chanson éternelle. Fanta sortit de la case en courant, ses pieds nus soulevant la poussière rouge, et quand elle vit l'enfant dans les bras de Mamadou, elle poussa un cri qui fit s'envoler une nuée d'oiseaux des toits. Mais ce ne fut pas tout. Derrière Mamadou marchaient 2 autres personnes. Sékou le pêcheur, portant dans ses bras un garçon de 10 ans qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Et Aminata la tisserande, serrant contre elle une jeune fille dont les yeux brillaient de larmes et de joie. Le village entier se rassembla sur la place centrale. Kumba, la doyenne, s'avança, son bâton de palabre dans une main, l'autre tendu vers Mamadou. Tu as fait ce que peu d'hommes auraient eu le courage de faire, Mamadou Keïta. Tu as brisé l'orgueil qui te rongeait. Tu as choisi tes enfants plutôt que ton nom. Tu as choisi l'humilité plutôt que la gloire. Mamadou s'inclina profondément. J'ai été aveugle, mère. Aveugle et sourd. Mais les ancêtres m'ont montré le chemin. Ce soir-là, Mamadou fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il invita tout le village dans sa concession. Il ouvrit sa forge, non pour travailler, mais pour montrer. Il sortit tous les outils qu'il avait créés avec soin au fil des années se forger avec le fer ordinaire, honnêtement gagné. Je ne forgerai plus jamais, annonça-t-il. Mais je peux enseigner. Je peux transmettre. Je peux servir. Les jours suivants, Mamadou transforma sa forge en école. Les jeunes du village venaient apprendre, non pas le secret du fer, mais la patience, l'humilité, le respect des traditions. Il leur racontait son histoire, sans rien cacher, sans embellir. Il leur montrait ses mains calleuses, ses mains qui avaient tant créé et tant détruit, et il disait, ces mains peuvent construire ou démolir. C'est le cœur qui décide. Sékou retourna pêcher, mais cette fois avec son fils à ses côtés. Aminata reprit le tissage, et ses doigts, qui avaient oublié, se souvinrent. Et le village de Djenné retrouva un équilibre qu'il avait perdu depuis 30 ans. Fanta regardait son mari avec des yeux nouveaux. L'homme qu'elle avait épousé était fier, distant, toujours ailleurs. Celui qui était revenu des falaises de Bandiagara était présent, attentif, humble. Il jouait avec Moussa des heures durant, lui chantait des berceuses que jamais elle ne l'avait entendu chanter, le regardait dormir avec une tendresse qui lui serrait le cœur. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous le baobab de la concession, Mamadou dit à sa femme, « J'ai perdu mon métier, mais j'ai trouvé ma voie. J'ai renoncé au fer, mais j'ai gagné l'or, mon fils, ma famille, la paix. » Bakary, le griot aveugle, vint les voir quelques jours plus tard. Il s'assit près du feu et dit, « L'histoire du forgeron qui a renoncé à son art pour sauver son fils voyagera loin, Mamadou. Elle traversera les fleuves et les savanes. Elle sera chantée lors des veillées. Et peut-être qu'un jour, un autre homme orgueilleux l'entendra et comprendra avant qu'il ne soit trop tard. » Les années passèrent comme le fleuve Bani, lente et puissante. Moussa grandit, devint un homme sage, puis à son tour un père. Il n'apprit jamais la forge, mais il apprit quelque chose de plus précieux, il apprit à écouter. Mamadou vécut jusqu'à un âge avancé, entouré de ses petits-enfants qui grimpaient sur ses genoux pour entendre l'histoire du masque d'Ogon et de la nuit où leur grand-père avait escaladé les falaises de Bandiagara. Et chaque fois qu'il racontait cette histoire, il terminait par les mêmes mots, ce que le Ogon lui avait dit ce jour-là dans la grotte. L'homme qui croit pouvoir affronter seul les esprits finit par perdre son âme. Mais celui qui accepte de plier les genoux devant plus grand que lui se relève plus fort. Le jour où Mamadou ferma les yeux pour la dernière fois,
3 corbeaux blancs se posèrent sur le toit de sa case. Ils restèrent là toute la journée, immobiles, comme des gardiens. Et quand le soleil se coucha, ils s'envolèrent vers l'ouest, vers les falaises de Bandiagara, emportant avec eux l'âme d'un homme qui avait appris, enfin, que le plus grand courage n'est pas de forger le fer le plus dur, mais de briser son propre orgueil. Les ancêtres disent que depuis ce jour, aucun enfant n'a disparu à Djenné. Le cycle était rompu. La dette était payée. Et dans les grottes sacrées des falaises de Bandiagara, le masque d'Ogon reposa enfin à sa place, gardant l'équilibre entre les mondes, veillant sur les vivants et les morts avec une bienveillance éternelle. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas la force des bras qui fait l'homme, mais la force du cœur qui accepte de se briser pour mieux se reconstruire.